Bonjour à tous ceux qui sont présents. Merci d'être là pour ce webinaire. Ça n'a échappé à personne, l'intelligence artificielle a modifié nos vies personnelles. Qu'en est-il de nos vies professionnelles? C'est autour de cette question que va s'articuler l'ensemble de ce webinaire. Je me présente rapidement, je m'appelle Walid Saber, je suis interne en médecine moléculaire et en génétique à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Je suis accessoirement vice-président national du pôle biologie médicale de la Fédération nationale des syndicats d'internes de pharmacie et de biologie médicale. Et j'ai le privilège de faire partie des membres du groupe de travail national sur l'intelligence artificielle en biologie clinique de la SFBC, donc de la Société française de biologie clinique. Euh, Nous avons aujourd'hui trois intervenants. D'abord, nous allons commencer par discuter d'un aspect plus général de l'intelligence artificielle en santé et particulièrement en biologie médicale, qui sera présenté par le docteur Johan Misiak, qui est médecin biologiste dans les laboratoires Innovi Group. Nous irons ensuite vers une application plus particulière, plus précise d'un outil développé par le docteur Fleury Chabrin, qui est MCEPH au laboratoire de biochimie et biologie moléculaire au CHU d'Angers, sur les électrophorèses de protéines sériques. Enfin, nous utilisons des données qui sont particulières, les données de santé, et il est légitime de s'interroger sur comment est-ce que ces données vont être utilisées et potentiellement des freins, puisque l'intelligence artificielle est extrêmement gourmande en données. Quels vont être les freins et la réglementation à ce sujet qui sera présentée par le docteur Raphaël Thuillier, qui est MCUPH au service de biochimie au CHU de Poitiers, qui est responsable des plateformes de métabolomique, d'analyse de données, d'intelligence artificielle du service de biochimie. Hem, Entre chaque session, nous aurons je sélectionnerai 2 ou 3 questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je remercie également, Mohamed Ouni qui a organisé ce webinaire. Je crois avoir fait le tour de ce que j'avais à dire, donc je vais laisser la parole au docteur Yoann Misiak, pour commencer la première présentation. Oui, merci beaucoup pour l'invitation à ce séminaire. Très content de participer. Du coup, ma présentation, est-ce que tout le monde la voit? C'est bon là ou pas? Normalement, ça va être bon. Ouais, Oui, c'est c'est tout bon. bon. Alors, je vais aller sur le mode présent, ça sera encore mieux. Donc, voilà, donc présentation sur la place de l'intelligence artificielle en fait donc au laboratoire avec des exemples. Et du coup, on va voir un petit peu d'abord comment on s'est structuré en tant que groupe, parce que notre force, c'est d'être un laboratoire mais, privé, donc Préposte aussi, on a un groupe plateau technique. Et on va dire que l'alliance est un peu différente des CHU publics. Donc, présenter, voilà, donc on a une équipe de recherche IA et le sujet, donc, c'est comment on développe. Donc, de mon côté, alors, je m'appelle Johan Missiak, voilà, je suis un des directeurs d'un laboratoire sur Toulouse, là. Je suis le directeur de l'équipe IA, en fait, co-directeur de l'équipe IA avec une autre personne qui s'appelle Mathieu Bernier, le développeur de l'IA pour Innovi. Je fais partie du comité scientifique d'Innovi. Pour Innovi, sont les gros laboratoires du Sud-Ouest. En fait, on a des millions de patients chaque année qui viennent dans les établissements. Et après, je suis professeur responsable du master en fait d'IA générative de l'éthique sur l'université de Chichester en Angleterre. Et je m'occupe de la partie surtout de l'IA générative, les discriminations envers les minorités et la partie inclusive, c'est-à-dire de vérifier comment les IA génératives ou les IA normales en fait tout simplement, euh, justement, est-ce qu'elles sont tolérantes, est-ce qu'elles induisent en erreur, etc. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est surtout aussi pour l'IA Act. Donc j'enseigne le Python, le Java, le C++, voilà, comment on fait des IA génératives, les images, etc. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, comment on s'est constitué rapidement sur l'équipe IA? En fait, on a deux leads, donc c'est Mathieu Bernier et moi-même. Je m'occupe principalement du développement de l'IA sur le deep learning, l'IA générative, en fait. Je fais le monitoring sur les inclusions aussi, les IA. Et Mathieu Bernier, c'est une autre personne qui est en microbiologie, directeur du laboratoire en fait, de bactériologie, chez nous, chez Innovia à Toulouse, là. Il fait plutôt la partie compliance avec le RGPD, l'ACTIL. Voilà, il fait plutôt la partie la gestion des non-oppositions. Et je pense que le prochain interlocuteur en parlera vers la fin, en fait, de cette partie-là, sur la partie management sur la légalité. Mathieu Bernier fait aussi le funding. Voilà. On a une équipe, vraiment, on est plusieurs personnes. On est 6 ou 7, en fait. On a aussi des bêta-testeurs, Docteur Lecourt, Docteur Le Pape, Docteur Rouquet, Docteur Jodon, voilà, qui participent activement sur le développement et qui testent en fait nos solutions pour savoir ce qu'on peut améliorer et pas améliorer. Et après, on le propose aux cliniques. Donc voilà, donc déjà constitué. Euh, on a un modèle en fait de recherche indépendante sur Toulouse. Et après, comme on appartient à un grand groupe, en fait, on a une équipe aussi de support informatique qui fait généralement le groupe français.
Et eux, ils s'occupent de la mise en place des clusters. Pour info, on a dépensé là 120 000 euros pour investir sur un cluster, en fait, un gros serveur, pour avoir à chaque fois minimum 500 gigas de RAM par instant. Alors, c'est vraiment énorme. Ça fait tourner, on va dire, ça fait tourner les plus grosses IA génératives, si vous voulez réfléchir comme ça. Voilà, c'est un serveur, en gros, d'une petite clinique, voilà, qui peut faire tourner une petite clinique ou qui peut faire tourner un petit SIL. Voilà. Donc voilà, on a interdit le Wi-Fi et cette équipe, donc c'est moi qui la coach un petit peu. Et après, on a la cellule légale plutôt d'Inouï avec une DPO, avec la data, qui est plutôt Mathieu Bernier qui fait du reporting à Mathieu Bernier pour le suivi. Voilà, et Mathieu Bernier s'occupe plutôt de l'aspect légal. Comment ça se passe en fait? On a un fonctionnement comme Google. En fait, on a le pôle IA qui est à Toulouse d'Innovi. C'est vraiment nous le leader, en fait, le moteur. On est, en fait, comme on est un personnel médical, que tous ici, sur tous, on est praticiens, en fait, on est responsable de service, en fait, et de laboratoire. Donc, on est un personnel médical assurant un suivi des patients. Donc, on a la recherche interne par la CNIL. Donc, en fait, en gros, on fait ce qu'on veut dans la mesure du respect des minorités, voilà, de l'inclusion. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas forcément de limite et on a une capacité totale, complète, on est souverain. Donc, si demain on veut tester, je ne sais pas, le dosage virtuel de la vitamine D, dosage virtuel d'une hormone, en fait, on peut le faire quand on a envie. On n'a pas besoin de demander à la CNIL, on n'a pas besoin de demander à un comité d'éthique parce qu'on est dans le cadre de la recherche interne et comme on est dépositaire des données des patients, on a tout à fait le droit, du moment qu'on fait du reporting à la CNIL, quand même, on n'a pas de demander d'autorisation. On l'a, de facto, on l'a en fait. Parce qu'on est tous praticiens, médecins ou pharmaciens, on est tous inscrits à l'ordre. Après, on a aussi on fait des, voilà, je vous explique un peu ce qu'on fait, en donnant des exemples de ce qu'on peut faire aussi en laboratoire. On a un mini PTH qui permet de dépister en fait les PTH élevés. Et ça, on a des partenariats avec les cliniques. C'est-à-dire qu'avec les cliniques, on est carrément dans leur mur pour certains laboratoires. On a des laboratoires qui sont attachés aux cliniques et dedans, on fait des partenariats avec les praticiens pour développer leurs IA qu'ils ont envie. Par exemple, ça peut être la morbidité sur l'insuffisance rénale. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous explique, montre un petit peu après. Innovi, comment le gros point fort d'Innovi, c'est que là, on a mis vraiment le paquet sur l'IA. Donc, on a fait des congrès, on était un peu timide sur les congrès. Puis là, en 2025, on a fait beaucoup de congrès. Déjà, Data Aquitaine, Biomeji, à Tokyo, SFM, c'était la semaine dernière, c'est ça, sur notre application sur Prédi-ATB qui peut prédire les antibiogrammes. Là, je vais faire un congrès de nutrition, il y a Néphrologie Paris. Celui-là, ce congrès que j'ai présenté, c'est sur un congrès de l'Union européenne, sur plutôt les inclusions et les minorités, en fait. Et après, on participe au congrès de Bangkok, là, dans un mois à peu près. Voilà, on est à peu près les seuls. Je crois qu'il y a quelques personnes, en fait, je crois que sur Lyon, qui font sur un néphro, en fait, des sujets, une seule personne qui développe sur un néphro. Donc voilà. Donc j'arrive maintenant à la grosse partie du sujet, en fait, voilà, les IA, les exemples d'applications qu'on développe et aussi que vous pouvez, je pense, avoir d'idées pour développer. Et ça vous permet aussi de voir ce qu'on peut faire en termes de développement. Voilà, je ne sais pas si j'ai ma caméra, je mets ma caméra. Enfin, donc voilà, il y a des IA traditionnelles en référence par rapport à l'IA générative. En fait, c'est important parce que ça peut paraître, même si l'IA générative, c'est du deep learning, en fait, du gros deep learning, mais il y a quand même une séparation. Voilà, l'IA traditionnelle, c'est on met des données en amont et à la fin, on a un résultat, soit une valeur, soit une classification, soit quelque chose d'autre. Alors, soit donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une IA traditionnelle? Donc, l'IA traditionnelle, je répète, c'est des données en amont, en input, donc ce qu'on met, et à la fin, on a une valeur finale, soit une classe, une maladie, soit est-ce qu'on dépiste un déclin, est-ce qu'on dépiste une valeur élevée, un déclin du DFG, voilà. Ça peut être plein de choses comme ça. Ça permet de déterminer des clusters de patients à risque, voilà, avec les données de biologie médicale. Pour nous, ce qui est intéressant, ça permet de constituer de nouvelles normes selon la pathologie. Par exemple, quand on a développé le mini PTH, je vous parlerai après là, sur la prédiction de la PTH, hein, dosage virtuel en fait. Là, on s'est aperçu qu'il y avait de différentes règles, finalement, que l'IA trouvait différentes règles, donc il trouvait différentes normes pour des patients dialysés. Voilà. Donc en fait, c'était sur les valeurs du phosphore et des phosphates alcalines.
Donc voilà, c'est en fait en cherchant pas une maladie, mais en cherchant une valeur élevée dans un contexte particulier, eh bien, on s'aperçoit finalement que les valeurs normales du bilan lambda, eh bien, finalement, ne sont pas adéquates pour certains patients. Ça permet vraiment ça aussi de dépister les outliers, sont les patients qui sont vraiment trop élevés quelque part, voilà, ou est-ce qu'ils sont vraiment trop élevés, ou est-ce qu'ils sont vraiment normaux dans le contexte des patients qui ont leur, comment dire, qui ont leur maladie ou qui ont leur condition pathologique, c'est-à-dire les dialysés, est-ce qu'ils ont la troponine élevée, qu'est-ce qu'on considère comme élevé? Parce que pour rappel, en fait, les normes, c'est sur des valeurs de référence, sur des patients sains, et c'est fait surtout aux États-Unis, en fait, quand les automates ont été développés. Alors, pour nous, là, ce qu'on a fait, donc on a le Miniscout 2, en fait. Miniscout 2, c'est le dépistage précoce du déclin de l'insuffisance rénale. C'est-à-dire qu'on dépiste l'abaissement du DFG sur 2 ans, en fait. On peut déterminer déjà sur les patients ceux qui vont avoir un effondrement du DFG de plus de 25%. Alors, comme on est un laboratoire privé, on n'est pas. Bien sûr, on a des services de dialyse, hein, mais on n'est pas dans l'histoire de se dire on va prédire l'arrivée en dialyse. Pour nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas beaucoup de patients pour ça. Par contre, on a beaucoup de données sur les patients qui sont à peu près healthy, c'est-à-dire qui sont à peu près sains, et puis après le DFG chute petit à petit en fonction de l'âge et d'autres comorbidités. Mais finalement, nous, c'est plutôt cette partie-là, c'est la partie préventive. Donc, c'est vraiment en amont, et ça, on a toutes les données. Donc, le Miniscout 2, il travaille sur des patients qui ont déjà le DFG entre 100 et en gros, entre 150. Donc, 50 à 100, et il vérifie la diminution. Il ne va pas jusqu'à la dialyse, qui est le DFG à moins de 20, moins de 15, peu importe. Mais il va sur des patients, il regarde entre le 100 et ça s'effondre. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'il n'y a que les laboratoires privés qui peuvent le faire, hein, finalement, ou à part les laboratoires publics, qui a aussi une partie médecine de jour. Mais ce sont des patients qui ont déjà des pathologies. Bref. Nous, ce qu'on a aussi d'autre, on a déterminé un microbiologiste, cette fois-ci un antibiogramme, prédit ATB, qui permet déjà, avant d'atteindre la culture, déjà de dire, c'est-à-dire, on identifie la bactérie par la PCR, Escherichia coli, Pseudomonas, etc. Et on donne déjà d'emblée l'antibiogramme probabiliste. Voilà, on n'attend pas le 48 heures, on peut déjà le. Là, c'est un test, en fait, on l'a déjà sur les API. Voilà, ça sera inclus dans les comptes rendus bientôt. Après, ce qu'on peut faire aussi, le dosage d'hormones virtuelles, la PTH, en fait. Il y avait déjà une étude qui était sortie sur la PTH aux États-Unis, le dosage sur les patients lambda. Et nous, on l'a fait avec la collaboration avec la clinique sur des PTH avec des patients des moins lambda et des patients dialysés, en fait. Voilà. Pour, pour l'IA générative maintenant, ce qui me paraît extrêmement intéressant, donc l'IA générative, en fait, l'IA générative, c'est extrêmement fascinant. C'est du deep learning, hein, en fait, tout simplement. Donc, comment on se dispose chez nous avec l'IA générative? En fait, l'IA générative, il faut s'imaginer qu'il y a des grands groupes comme ChatGPT en ligne, etc., les versions en ligne, Copilot, etc. Le groupe d'Innovi, puisque ça fait partie de l'environnement Microsoft, apparemment, il y a Copilot qui est chez nous dans nos murs, en fait, qui est avec Outlook, etc. La question qu'on se pose, c'est du coup, pourquoi nous, l'équipe, on ne l'utilise pas? C'est que finalement, est-ce qu'on a le droit d'envoyer des données de patients sur Copilot, même si c'est fermé? Problème RGPD, les patients n'ont jamais consenti ce qu'on envoie les données sur Copilot. Voilà, donc nous, on ne le fait pas. Ce qu'on a en revanche, en fait, on met à disposition, en fait, comme on a un gros serveur, on met DeepSeek, en fait, qui est de Chine, là, DeepSeek, Yamaha, Qwen, en fait, les gros, comme ChatGPT, mais les gros, en fait, en version locale. C'est-à-dire que ça ne se connecte jamais à Internet, ça n'envoie pas de données, ça reste, en fait, dans un serveur interne, voilà. Ça, ce sont les plus gros. Et pour le moment, on a voilà, DeepSeek, il faut vraiment des gros serveurs pour le faire tourner. Et voilà, donc ça permet. À quoi ça sert l'IA générative? Généralement, pour les laboratoires, c'est l'explication de compte rendu. C'est-à-dire, quand vous allez savoir quelle étiologie que peut avoir un patient, vous pouvez le mettre sur Copilot si vous avez envie, sur ChatGPT. Mais en fait, vous n'avez pas non plus le droit de envoyer données patients. Mais vous pouvez avoir un expert rendu. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ces variables-là? Quelles étiologies peut avoir le patient? Quels sont les traitements, etc. Ça va vous donner une explication. Ça peut aussi simplifier le compte rendu du patient, l'interprétation. Donc voilà. Et nous, on s'en sert surtout, en fait, l'intérêt, vous savez, ça, c'est vraiment pour la biologie, on va dire, pour nous, accessoire, en fait, même si c'est intéressant, et Mathieu Bernier s'en sert souvent, en fait, pour tester finalement les psy, etc. Ça fait, là, on est en train de créer nous-mêmes notre IA générative, en fait, à partir de données de biologie médicale. En fait, on fait comme si on créait un chat GPT. Là, on est en train de s'entraîner. Donc, on fait comme si on crée un chat GPT, mais avec des données de biologie médicale. Voilà.
pour voir un petit peu, pour essayer de simuler un environnement de biologie, voilà, pour voir comment ça se passe, si on y arriverait à la fin, voilà. Et après, surtout, ça sert pour créer de nouveaux patients, pour le mini pétage qu'on a fait. Donc là, quelques diapositives avant de terminer. Sur le mini scout 2, qui est sur l'insuffisance rénale, en fait, ici, c'est la mesure du clin DLG. Donc là, ça sera bientôt mis sur les comptes rendus d'Innovi pour les patients qui viennent chez nous. Donc, vous voyez voir, quand on classe ces patients au risque, là, on est en train encore d'augmenter ces valeurs-là de PPV, hein, c'est-à-dire de vraiment que le grand risque soit à 100%. C'est-à-dire, voilà. Quand on détermine un haut risque, c'est sûr que le patient va avoir un effondrement. Voilà. Là, on peut voir qu'on est à 80% sur le haut risque et sur le bas risque, en fait, on peut dire qu'on est une NPV, en fait, valeur prédictive négative à 84%. Là, on est en train de voir comment on le booste. Ça, c'est la version 2. On travaille sur la version 3 en ce moment. Donc voilà, pour essayer d'augmenter vraiment ça. Et après, on a des patients en milieu de risque, là, qui sont un peu difficiles à classer, mais on les met en fait en moins risque. La mini PTH, c'est le suivi des patients dialysés. Pareil, c'est de prédire la PTH sans l'avoir dosé. C'est-à-dire, on informe le praticien. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la PTH n'est pas faite tous les semaines pour les patients dialysés, elle est faite tous les 3 mois. Donc, si on peut déjà lui donner en fait sur un bilan normal avec peu de variables, bilan normal déjà, c'est-à-dire que la PTH va être élevée, ça peut l'intéresser. Ça, on arrive à 90% de bonnes réponses, et c'est 83%. Ça, c'est notre outil PrédiATB, c'est la version 1, donc que les gens peuvent avoir en ligne, en fait, qui vous donne finalement tout ce qui est sélectionné, etc. Et ça vous donne des prédictions, en fait, sur les molécules, etc. Ça, c'est la version toute basique 1. Maintenant, on est sur la version 11 déjà. On a les résistances naturelles, on a les recommandations, on a les dispersions biologiques. Au travers de ça, on peut avoir des suivis de résistance. Donc ça, c'est ce qu'on proposera aux cliniques aussi, de dépister en fait leur suivi de résistance sur des groupes de patients pour leur clustering de résistance, c'est-à-dire vraiment quels sont vraiment les patients à risque, quels sont les lieux à risque pour les cliniques, voilà, avec des connexions API et VPN. Donc on a aussi un projet Prédilam, là, lecture automatisée de lames en hématologie, qui revérifie les lames après l'automate, en fait. Donc on est en train de le valider. Donc ça permet de vérifier les bornes des logiciels aussi, et aussi à terme, en gros, d'alléger la validation technique, en fait. Voilà. Pour l'IA générative, on avait travaillé, rapidement pour terminer, l'IA générative a travaillé sur en fait, l'évaluation de ChatGPT sur des questions de biologie médicale. En fait, ça, ce sont des taux d'erreur. Et vous voyez qu'en fait, en cardiologie, on a 64% d'erreurs sur des IA locales. Et ChatGPT copilote, en fait, 36%. C'est des questions de biologie courante de laboratoire. Un patient qui vient, il a telle valeur, qu'est-ce qu'on fait? Et vous pouvez voir que l'IAMA de méta, en fait, se rate dans 64% des cas sur des risques vitaux, hein, des erreurs graves. Qwen un peu moins, et copilote quand même, ChatGPT se rate à 36%. Et on voit qu'en néphrologie, quand c'est vraiment des questions spécifiques néphrologie, on voit qu'il y a sur des questions vitales, il ne se rate jamais. C'est intéressant, en fait, c'est juste intéressant de mesurer. Et ce que je m'occupe de ça, en fait, aussi à l'université de Chichester, je m'occupe de l'évaluation des modèles sur plus une partie d'inclusion sur les minorités. Voilà. Pour l'IA traditionnelle plus générative, vous avez parlé de mini PTH sur dosage à PTH. Si vous vous rappelez la diapo avant, là, on est à 90%. Et maintenant, quand on décide d'augmenter avec des patients artificiels, en fait, quand on en génère 30 000 avec Mistral, donc l'IA française, pareil, générative en local, on arrive à 97% de bonnes réponses sur prédire la PTH sans l'avoir dosé. Et 84% ici. Là, c'est vite fait pour vous montrer un petit peu l'IA générative. En fait, c'est les relations entre les tokens, entre les mots, voilà, c'est pour le fun. Et en conclusion, donc la recherche fondamentale en IA, c'est très très avancé. En fait, toutes les semaines, il y a des nouvelles choses qui sortent. En fait, par contre, la pratique, c'est très peu avancé parce qu'il y a des freins constitutionnels, légaux, techniques. Nous, on a fait l'approche de faire une équipe indépendante. On n'a pas besoin de start-up pour faire les choses. On sait très bien les faire nous-mêmes. On fait sur la recherche, et puisqu'on peut sur la recherche interne, donc on doit être dépositaire des données patients, praticiens. Voilà, donc on fait de la recherche interne. Et après, voilà, donc après, les autres interlocuteurs en parleront, mais du coup, on a vu ensemble les limitations de l'IA générative, et ça, c'est extrêmement important, je pense, parce que quand on met sur ChatGPT des données patients, ça peut être n'importe quoi, une valeur. En fait, on n'a pas le droit de l'envoyer sur ChatGPT parce que c'est en ligne, c'est sur Internet, et ChatGPT n'est pas compliant avec le RGPD et pas non plus compliant avec les données médicales. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que nous, on a fait on développe aussi en interne des IA génératives, comme là, on a Mistral, on a Mistipsy qui permet aux biologistes d'avoir accès à ça. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention et je vous remercie pour la question.
Si vous avez des questions, je suis preneur. Merci. Alors, je regarde je regarde le SFBC Asso. Comment j'active le micro SFBC Asso? SFBC Asso. Enfin, je le vois, le SFBC Asso. Voilà. Je suis en train de Ouais, réactiver le micro. Ouais. c'est valide qu'il y a un petit problème dans Comment je dans réactive son son micro. micro? Ouais, j'essaie de l'activer, mais j'arrive pas à activer son micro en fait. Je crois que j'ai pas le. J'arrive pas à lui mettre son micro en fait. Alors, je regarde les questions, c'est déjà le temps qu'il arrive en fait. Les modèles avec des patients, qu'est-ce qui garantit la fiabilité des modèles avec des patients générés virtuellement? En fait, c'est moi qui garantis, c'est tout simplement moi qui garantis. Mais en fait, les patients générés virtuellement, ils sont testés pour l'AUC, en fait, ils sont testés sur des patients sur les patients réels. Donc, on génère des patients virtuels pour augmenter les données d'entraînement, mais les données de validation, ce sont des patients réels qui ne font pas partie des patients qui ont servi l'entraînement. Ça, c'est sur un diapo, là, vous le retrouvez sur le PDF. Mais en fait, ce sont des patients, on a éjecté, on a sorti au départ, on a splitté l'entraînement des données patients réels d'entraînement, on en a séparé pour faire les données de validation avec des patients réels. Ce qui fait que les patients de validation, ils n'ont jamais été servis en fait à l'entraînement. Donc c'est bon, ça passe. Taux d'erreur d'IA générative en interne qu'on a développé, là, on a une là déjà qui est pour l'insuffisance rénale. Le taux d'erreur, en fait, il est de 1% hein, pour l'IA générative sur la maladie rénale. On a une d'IA générative, en fait, le taux d'erreur est de 1%. Voilà, donc en fait, il ne se rate jamais. Pression de Floris Chabrun, je prends aussi. Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Ah, c'est bon, on entend, ouais. Ok, super. Donc, merci d'avoir répondu aux deux autres questions. On va prendre une dernière question de Floris Charbon. On répondra éventuellement aux autres si on a du temps à la fin. Bonjour, quand vous parlez de créer de nouveau une IA générative pour la biologie, est-ce qu'il s'agit de réentraîner complètement de zéro un LLM ou de faire du fine-tuning d'un LLM existant? Quel serait l'intérêt versus un LLM plus généraliste type ChatGPT? Alors ça c'est une bonne question en fait, c'est ça parce que si vous voulez nous ce que le LLM qu'on entraîne en fait c'est des nouveaux, c'est-à-dire que c'est pas un fine tuning en fait, c'est une LLM qu'on part de zéro en fait et on lui apprend ce que c'est que le monde de la biologie. Donc en fait au départ ça passera par une version base qui est en fait un autocomplete en fait c'est un celui qui se complète tout seul et après on l'apprend à répondre aux questions. Mais au départ, en fait, on préfère pas faire de fine-tune parce que c'est plus intéressant de voir en fait comment le réseau, en fait, le gros réseau de LM considère la biologie, comment il considère lui en fait la biologie. Et après, qu'est-ce que c'est version LM plus généraliste ChatGPT? Ben, en fait, c'est que ChatGPT, il n'est pas missionné pour la biologie et c'est ça le problème des IA généralistes, en fait, c'est elles sont pas entraînées sur des données sur des données de vie réelle de biologie. Et l'intérêt que pour nous, c'est vraiment d'entraîner sur des données de patients qui sont de notre laboratoire pour les prochains patients de nos laboratoires. Donc en fait, on est sur des données d'entraînement réelles. On n'est pas sur des données d'entraînement de New York, de Nashville. On est sur des données d'entraînement de Toulouse qui seront réservées en fait à la population Innovi, tout simplement. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'avoir les entraînements qui sont pour les patients. Et voilà. Et après, ça permet d'être plus précis, d'avoir besoin de moins de ressources parce que c'est des petits modèles. Okay. On répondra au reste des questions s'il reste un peu de temps à la suite. Simplement, je crois sur le LLM, réentraîner de nouveau un LLM, ça demande énormément d'argent et énormément de puissance de calcul. Donc, c'est pas vraiment un LLM de base que vous rentraînez. Non, en fait, si vous voulez, on a les moyens, on a les compétences techniques, on a un serveur à 120 000 euros, on a beaucoup de RAM, on a des GPU, donc en fait, on l'entraîne de base, on peut le faire. C'est pas un souci technique, en fait. Là, c'est le temps de voir comment on met en fait, on prépare les données. Et là, ça s'entraîne, mais en fait, c'est pas vraiment un souci de financement, puisqu'en fait, on peut le faire. Entendu. On va passer sur la deuxième présentation de Floris, si tu veux bien. Et puis pour le reste des questions, on verra si on a le temps à la fin de la présentation.
Tout à fait, mais merci. Je vais partager. Je vous laisse me dire si ça marche. Partage la présentation. C'est tout bon? Oui, c'est bon. Merci. Ok, super. Mais, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, Floris Chabrin, je suis MCEPH au laboratoire de biochimie et biologie moléculaire au CHU d'Angers. Et je vais vous parler effectivement de façon un peu générale d'intelligence artificielle et puis d'aide à la prise de décision en biologie médicale. Et puis, pour que ce soit un petit peu plus concret, je vais vous parler d'un outil qu'on a développé, nous, au laboratoire, qui s'appelle Spectre et qui était un outil d'aide à l'interprétation des électrophorèses des protéines sériques, effectivement. Et de façon un petit peu plus générale, je vais parler de la branche des gamma-platymes monoclonales et des différents outils qui ont été développés ces dernières années, un petit peu dans la suite de cet outil qu'on a développé nous. Alors, je vais pas me centrer, je vais parler pour avoir un exemple de cet outil Spectre, mais le but, ce sera surtout de présenter rapidement ces différents outils et à quoi ils peuvent servir en biologie médicale et à quelle perspective on peut s'attendre dans le futur. Donc, je vais passer relativement rapidement quand même sur l'outil en question. Simplement pour recadrer un petit peu le contexte, ce dont on va parler, c'est de vision par ordinateur ou d'apprentissage profond. L'intelligence artificielle, comme on l'a évoqué un petit peu précédemment, c'est une définition qui est très large, qui inclut beaucoup de choses. C'est une définition qui est aussi un bon argument marketing. Donc, il y a des technologies qui sont très anciennes, qui sont aujourd'hui rebrandées avec cette dénomination. C'est un peu compliqué parfois de s'y retrouver. Donc, ce dont on va parler, nous, c'est plutôt d'outils qui sont basés sur un pan de la recherche qui est la vision par ordinateur, c'est-à-dire initialement permettre à un ordinateur d'interpréter des images et puis de détecter des choses numériquement dans les images, même si ce n'est pas uniquement les images, parce que ça peut être aussi les vidéos, ça peut être tout ce qui est le signal, donc le son, et ça peut être notamment les images qu'on peut avoir en biologie médicale. Et donc, c'est globalement ce qui est un peu l'IA moderne, parce que quand on pense aujourd'hui à l'intelligence artificielle, on pense à cet apprentissage profond, les réseaux neuronaux, même si aujourd'hui il y a encore des nouvelles architectures qui ont été développées, et ça date vraiment de 2012 avec une explosion vraiment en 2015, notamment pour tout ce qui est analyse d'images. C'est en 2015 qu'on a les premiers modèles qui battent l'acuité visuelle humaine pour la classification d'images et qu'on a un développement de plein d'outils qui permettent plus seulement de dire est-ce qu'une image c'est un chat ou un chien, mais de dire où est l'anomalie sur l'image, voire de la segmenter précisément. Donc c'est vraiment là que tout ça est apparu, d'où le fait que ce soit très récent, l'explosion après de l'IA. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous et pour la thématique des gamma-platymes monoclonales en biologie médicale? On ne va pas refaire un point, c'est pas le focus sur les gamma-platymes monoclonales, mais juste très rapidement, c'est des pathologies dans lesquelles il y a plusieurs analyses qu'on va réaliser en biologie médicale qui sont extrêmement importantes, plusieurs examens qui vont tous, ou en tout cas en grande partie, reposer sur une interprétation visuelle humaine, qu'on parle de l'électrophorèse des protéines sériques, qu'on parle de l'immunofixation, c'est dans tous les cas des analyses qui vont produire un signal et qui va avoir besoin d'une interprétation manuelle, donc d'une expertise biologique, ce qui entraîne tout un tas de limites, que ce soit en termes de consommation de temps, en termes de difficulté d'harmonisation. Et donc, c'est un très bon champ sur lequel l'IA peut marcher, parce que l'IA excelle en vision aujourd'hui, et parce que l'IA est très bonne pour automatiser des choses dans ce champ-là. C'est ce qui a conduit, il y a quelques années, à ce qu'on développe cet outil Spectre, qui est globalement une réponse à l'objectif qui était de développer une IA, un outil basé sur l'IA, capable d'automatiser l'interprétation des électrophorèses des protéines sériques. Donc, c'est-à-dire que quand on fait une électrophorèse des protéines sériques, on obtient un petit signal, une courbe comme ça. En routine, humainement, on va regarder cette courbe et puis on va voir s'il y a une anomalie, est-ce qu'il y a un pic, si oui, on va le localiser pour le quantifier, etc. Et le but, c'était d'automatiser toutes ces étapes avec une IA. Et l'IA, on va lui fournir, une fois qu'elle est entraînée, simplement le tracé d'électrophorèse et en sortie, elle va nous faire un commentaire d'interprétation qui est prêt à valider par le biologiste et prêt à interpréter par le clinicien. Donc, très rapidement, juste pour bien comprendre, ça ressemble à ça. On a un outil où on va charger initialement un tracé d'électrophorèse avec bien sûr la protidémie. On active l'IA et l'IA va automatiquement faire tout le travail qu'on ferait en laboratoire, c'est-à-dire fractionner la courbe, quantifier les différentes fractions, détecter les pics, les quantifier, et puis à partir de tout ça, faire un commentaire d'interprétation.
Une fois que ça s'est présenté, un petit peu comment ça marche et surtout pour attirer l'attention sur, de manière plus générale dans les intelligences artificielles, qu'est-ce qui est important si on veut utiliser un outil basé sur l'IA en biologie médicale pour aider à la prise de décision. Nous, ce logiciel Spectre, on l'a développé, c'est pas une seule IA à proprement parler, en fait c'est plusieurs modèles, donc plusieurs réseaux neuronaux qui vont chacun en parallèle, aller regarder le tracé et puis avoir chacun une mission très spécifique. On va avoir un modèle qui va chercher à fractionner la courbe pour la quantifier. On a un modèle qui va chercher à classifier la courbe, c'est-à-dire à dire est-ce que je vois telle ou telle anomalie, est-ce que je vois un pic ou pas, est-ce que je vois un bloc bêta-gamma ou pas. On a un modèle qui va essayer de localiser le pic, c'est-à-dire s'il y a un pic, où est-ce que je le place sur la courbe. Donc on a différents modèles qui vont regarder comme ça le tracé. Et puis on a à la fin un système expert qu'on a développé et qui va intégrer un petit peu toutes les différentes prédictions qu'ont fait ces différents modèles et construire le commentaire à partir de ça. Pourquoi est-ce que ça c'est intéressant et pourquoi que ça c'est important quand on parle bien en biologie médicale? Parce que ça illustre l'importance que ce soit des biologistes, des gens qui ont une expertise dans l'analyse telle qu'elle est faite humainement, qui guident le développement de ce type d'IA, parce que c'est ce qui va permettre de faire en sorte, premièrement, que l'outil suive une méthodologie qui soit cohérente avec la pratique humaine. Et il n'y a que le biologiste qui est capable de dire si ça lui paraît cohérent ou pas la façon dont un outil marche. Mais c'est également important, quand on a un outil d'IA, d'avoir une complète transparence sur le fonctionnement, sur comment marche ce modèle, notamment pour savoir les moyens utilisés. Parce que justement, on sait que quand on parle de réseaux neuronaux, on sait que c'est des modèles qui peuvent avoir certaines limites, notamment le risque des hallucinations, des choses comme ça, dont on parlera peut-être après. Alors qu'un système expert, par exemple, c'est quelque chose de beaucoup plus robuste parce que c'est des règles qu'on a écrites à la main, donc c'est des choses dont on peut beaucoup plus maîtriser les risques. Et donc savoir exactement comment un logiciel d'IA marche, quelles sont les différentes étapes et quelles limites peuvent être retrouvées à chaque étape du fonctionnement du logiciel, ça c'est extrêmement important. Une petite diapo pour parler des données qu'on a utilisées nous pour entraîner Spectre, là aussi pour illustrer l'importance des données et surtout de ce qu'on doit vérifier quand on regarde un outil d'IA en biologie médicale. Donc bien sûr, comme on l'a déjà dit juste avant, les données c'est le nerf de la guerre en IA, ça tout le monde le sait, c'est extrêmement important. Ce qui est aussi extrêmement important et qui est parfois un petit peu moins connu, même si Yoann l'a bien dit juste avant, c'est l'importance du partitionnement et l'importance de vérifier qu'à chaque étape du développement d'une IA et à chaque étape de sa validation, c'est des données différentes qui ont été utilisées. Par exemple, pour Spectre, on a bien sûr différentes étapes. On n'a pas seulement un développement d'une IA et puis ensuite on la valide et point. Le développement d'une IA, c'est énormément d'étapes. Petit à petit, on va entraîner des modèles de réseaux neuronaux. Ensuite, on va potentiellement les surentraîner à faire d'autres tâches. On va ensuite potentiellement regarder les valeurs qui sont prédites par ces modèles et déterminer des seuils. Si j'ai mon modèle qui prédit qu'il y a 30% de risque qu'il y ait un pic monoclonal sur le tracé, est-ce que je considère que 30% de risque, c'est positif? Est-ce que je considère que c'est négatif? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et donc, ces différentes étapes, et bien sûr, à ces différentes étapes, il faut à chaque fois utiliser des données différentes pour être sûr qu'il n'y ait pas des biais qui soient appris par cœur par le modèle et réentraînés. Plus le modèle va être complexe, plus il va être capable d'apprendre par cœur, plus il va être important de contrôler ces choses-là. Et donc, c'est toujours très important de vérifier que au cours des différentes étapes de développement d'une IA, il va y avoir différentes données qui sont utilisées, si possible multicentriques, mais au moins pas des données utilisées dans une étape précédente. En termes de performance, on ne va pas forcément passer beaucoup de temps sur les performances de l'outil Spectre. Simplement, en résumé, ça a des performances qui sont similaires, on a pu démontrer ça, à un expert humain, ce qui est généralement le cas dans beaucoup d'outils d'IA qui sont développés, hein, c'est le gros intérêt, notamment en vision par ordinateur. Et donc, Spectre arrive à fractionner les courbes aussi bien qu'un expert humain. Il arrive à détecter les anomalies, typiquement les pics, les blocs, etc., aussi bien à peu près qu'un expert humain. Et il arrive à quantifier les pics aussi bien qu'un expert humain. Ce qui est plus intéressant à voir dans ses performances versus des outils
on va dire, qui peuvent parfois être considérées comme de l'IA, mais reposant sur des méthodes un peu plus traditionnelles, des méthodes mathématiques, par exemple. Par exemple, si on regarde le fractionnement des courbes, il y a déjà des outils qui existent pour fractionner les courbes d'électrophorèse des protéines sériques et puis dire quel endroit correspond à la fraction GABA, quel endroit correspond à la fraction bêta. Ça, c'est des choses qui existaient déjà depuis assez longtemps. L'intérêt de Spectre ici, et plus largement l'intérêt de l'IA dans ce type de tâche, c'est qu'on a une petite illustration ici, on voit que le fractionnement par spectre, il est fonctionnel, même quand la courbe, elle a des petites particularités. Quand il va y avoir un pic entre deux fractions, quand il va y avoir un bloc bêta-gamma, quand il va y avoir apparition d'une fraction surnuméraire, des choses comme ça qui souvent vont gêner les algorithmes un peu plus traditionnels, l'IA, elle va marcher et le spectre ici va fonctionner. Et ça illustre surtout le gros intérêt aujourd'hui de l'IA, c'est qu'on arrive assez facilement à faire pour tout un cas d'application, des algorithmes qui sont assez robustes et sont très transparents, mais souvent ces algorithmes-là, ils vont pas marcher dans certains cas atypiques. Et la grande promesse de l'IA, c'est d'être capable de marcher dans les cas même les plus rares. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Spectre et puis un petit peu pour illustrer. Ce qui est aussi une bonne illustration, c'est que à la suite de cet outil, il y a tout un tas de nouveaux outils qui ont été développés et qui ont été publiés dans les dernières années dans tout le champ des gamma-pathines monoclonales. Et donc d'autres outils pour interpréter les électrophorèses des protéines sériques, mais également d'autres outils pour interpréter les immunofixations, voir les immunotypages, voir si on considère un spectre un peu plus large en hématologie pour automatiser l'interprétation du mélogramme avec la détection des plasmocytes sur le mélogramme. Sachant qu'à chaque fois, c'est de l'analyse, de l'interprétation humaine de ce signal, eh ben, la vision par ordinateur, c'est une très bonne réponse. Et forcément, il y a tout un tas d'outils qui ont été développés là-dessus. Il y a, et ça montre aussi la richesse, ça montre aussi le fait que on voit que c'est tout un tas de publications qui sont relativement récentes, et ça met aussi en évidence le fait que, bien qu'on ait beaucoup de promesses et beaucoup d'outils qui sont en développement, qui marchent très bien et qui sont très prometteurs pour l'avenir, ça reste quand même, malgré le fait que l'IA commence à avoir un peu plus d'une dizaine d'années, en biologie médicale, ça reste quelque chose qui est encore en développement et qui n'est pas encore parfaitement mature. Ça dépend aussi toujours des outils. Selon les applications. La question d'après, la dernière question un petit peu légitime qui peut se poser, quand on parle de ces outils d'IA, et on va prendre le cas des gamma-pathines monoclonales encore une fois, c'est est-ce que l'IA peut aller plus loin que l'automatisation? Nous, Spectre, c'est un bon exemple on a une tâche qui est faite humainement, c'est détecter les pics sur un tracé, on veut l'automatiser. Mais bien sûr, la question d'après, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas détecter plus de choses que ce que l'œil humain est capable de voir? On avait un petit peu répondu à cette question avec notre outil Spectre, avec le modèle de détection de l'hémolyse. Un des modèles qu'il y a dans notre outil, c'est un modèle qui est capable de prédire si l'échantillon il est hémolysé depuis le tracé, l'électrophorèse des protéines sériques. Alors humainement, c'est quelque chose qu'on est plus ou moins capable de faire. On sait que quand il y a des anomalies en alpha 2, quand il y a une augmentation, un petit pic en bêta, on sait que c'est en rapport avec une hémolyse, on va checker l'échantillon, mais on n'a aucune guideline, aucune référence précise pour dire qu'est-ce qui est un échantillon hémolysé versus non hémolysé sur le tracé. On a entraîné un modèle en se disant peut-être que le modèle arrivera à voir, et effectivement, on a réussi à démontrer que, ayant été entraîné, on a un modèle qui est capable de dire cet échantillon-là, il a telle probabilité d'être hémolysé, et on a testé en pratique. Et effectivement, si on rajoute de l'hémoglobine dans un échantillon de sérum, le modèle, il va augmenter sa probabilité de prédite que l'échantillon soit hémolysé. Donc un premier indice que l'IA peut aller plus loin que ce qu'on fait humainement en routine. Et puis on a d'autres indices aussi. Un peu plus récemment, on a en 2024 une équipe qui a validé l'utilisation de Spectre sur une autre population. Et surtout, ce qui est très intéressant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas, contrairement à nous, utilisé le résultat du biologiste sur l'électrophorèse comme gold standard. C'est-à-dire que nous, notre IA, on l'a entraîné à automatiser ce que faisait l'expert. Ce que fait l'expert biologiste, c'est il regarde l'électrophorèse et il dit est-ce que je vois un pic ou pas. Mais à ce stade-là, on n'a pas de confirmation que le pic est un pic monoclonal réel et qui sera confirmé par immunofixation. Et bien, cette équipe-là a réentraîné Spectre en utilisant comme label le résultat de l'immunofixation. Et ils ont montré que les performances étaient similaires aux performances humaines, donc ils sont allés un peu plus loin. Et il y a une équipe plus récemment, en 2025, qui a développé une IA beaucoup plus simpliste, qui, elle, est uniquement la détection des pics.
pas tout le reste, mais eux, ils ont réussi à mettre en évidence sur leur jeu de validation que leur IA, elle avait une performance significativement supérieure aux performances humaines pour détecter les pics réels, c'est-à-dire ceux qui seront plus tard confirmés par immunofixation, en analysant un peu plus de 10 000 échantillons, pour lesquels, pour chacun de ces échantillons, il y avait à la fois une électrophorèse et à la fois une immunofixation. Donc on a des premiers indices que, effectivement, même dans ce cadre des gamma pathimoconales, parce que c'est déjà le cas aussi pour d'autres analyses, on va dire, d'autres IA hors du domaine de la biologie médicale, que l'IA est capable de dépasser l'acuité humaine et donc de fournir une aide assez précieuse dans le diagnostic et dans le suivi des patients. Donc voilà un petit peu pour ces différents éléments de réflexion sur où est-ce qu'on en est à peu près en IA et dans ce domaine des gamma pathimoconales et les différentes perspectives. Pour souligner un petit peu aussi d'autres perspectives, il y a aujourd'hui donc un potentiel qui est très prometteur, hein. Je pense que Raphaël en parlera après, mais il y a effectivement beaucoup de limites qui sont à surveiller en IA de manière très générale et donc forcément sur la biologie médicale, avec certaines limites spécifiques à la biologie médicale. Et il y a encore d'autres promesses, d'autres perspectives qui sont encore en cours d'études. Aujourd'hui, on a de moins en moins, mais encore beaucoup, cette limite en IA d'avoir besoin d'énormément de données, de très très grandes quantités de données. Il y a de plus en plus d'outils d'IA qui sont entraînés de façon non supervisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des annotations, on n'a pas besoin d'avoir une expertise sur l'échantillon. Et donc ça permet de plus en plus d'entraîner des données, des modèles sur des échantillons très réduits. Et donc forcément, une prochaine étape qui se développe de plus en plus, c'est la prédiction clinique. Plutôt que d'avoir une IA qui va prédire, là je vois l'anomalie que l'humain avait lui-même vue, ben, on pourrait entraîner directement une IA à dire, est-ce que ce patient-là, il a un MGUS, est-ce qu'il a un myélome, est-ce que ce patient qui a un MGUS, est-ce qu'il va progresser vers un myélome? On peut aller beaucoup plus loin. Et bien sûr, chose qui est encore aussi, pas encore existante en gamma-pathimoconal, mais qui se voit dans d'autres champs et qui viendra très probablement très bientôt dans les gamma pathimoconales et en biologie, c'est l'intégration multimodale, c'est-à-dire avoir un modèle qui n'analyse pas seulement l'électrophorèse, pas seulement l'immunofixation, mais qui est capable d'analyser l'ensemble de ces différentes analyses. Et on va lui donner l'électrophorèse, l'immunofixation, le myélogramme du patient, et puis il va faire une seule réponse pour dire ce patient-là, qu'est-ce qu'il a comme pathologie, à quel risque il a de développer un myélome dans tant d'années, etc. Ça, c'est un peu l'objectif ultime, on va dire, à ce jour. Et on s'en rapproche de plus en plus, mais dans la thématique gamma pathimoconale, ça reste encore une perspective qui n'est pas tout à fait atteinte. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Merci Floris pour la présentation. On a 2-3 questions. La première d'Isabelle Aymon-Gastin qui se demande si le modèle est mis en place en routine dans le laboratoire et si oui, est-ce que ça a modifié la composition de l'équipe en charge de ces analyses? Alors, nous, c'est pas un modèle qu'on a. Alors, je connais d'autres équipes qui l'ont mis en place dans leur laboratoire. Nous, on l'a pas mis en place en routine au sein de notre laboratoire. On fait encore des tests et puis on fait des études pour voilà, déterminer à quel point ça marche et à quel point effectivement ça peut altérer le fonctionnement du labo. Nous, la raison principale pour laquelle on l'a pas mis en place au laboratoire, c'est surtout pour des questions techniques et logistiques de communication des logiciels et de sécurité des données. On a beaucoup moins de ressources en IA que d'autres labos. Et effectivement, une question qu'on se pose beaucoup, et pour l'instant, on n'a pas tranché là-dessus parce que justement, on n'est pas prêt à le mettre en utilisation en routine, et c'est une question très très importante en IA, c'est quid de la souveraineté sur l'expertise, parce qu'on se dit effectivement, si on se met à utiliser notre IA, on va perdre petit à petit, progressivement, l'expertise qu'on a. Et demain, si on n'utilise plus le même automate pour faire des protéines sériques et qu'il faut réentraîner une IA, ça veut dire qu'il faudra réannoter nous-mêmes des données. Est-ce qu'on n'aura pas perdu une expertise qui est très importante pour cette étape-là? Donc, c'est effectivement quelque chose qui est très, très, très important à penser en IA en biologie. Ok. Si tu veux répondre aux autres questions dans le chat, on va passer à la troisième présentation, parce qu'on manque un peu de temps. Si Raphaël, tu veux bien prendre la main, s'il te plaît. Oui, merci. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Normalement, je vais le partager. Oui, C'est bon? Parfait.
Alors bonjour à toutes et tous. Merci déjà à la SFBC d'organiser ce webinaire parce qu'effectivement, il y a énormément de choses qui sont très très intéressantes en termes de développement dans l'IA. Alors moi, je viens un peu à la fin de la parade pour me mettre, pour calmer un peu les esprits. Donc on va faire quelques tours des freins, des cadres et des risques cachés de l'IA pour essayer de clore un peu le circuit et amener autant d'éléments que possible à la discussion. Donc, les objectifs aujourd'hui, ça va être évidemment de parler de différents freins. Pardon, hop. Un petit retour sur le cadre juridique et éthique vis-à-vis de l'IA, notamment en biologie médicale. Je vais vous parler un peu des shadow IA qui sont, hélas, pas assez discutées, mais beaucoup trop présentes dans nos services. Et enfin, quelques pistes pour mettre au point des bonnes pratiques concrètes avec une intégration sécurisée de l'IA au sein de nos laboratoires. Alors, la promesse versus la réalité de l'IA. Les promesses, on en a beaucoup vu dans les 40 dernières minutes. On a l'automatisation des tâches, la détection précoce des anomalies, la récupération de données qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, on a vraiment une énorme capacité d'améliorer nos rendus de résultats et notre prise en charge des patients. Cependant, il y a un certain nombre de freins qu'on va voir, et aussi au niveau de la réalité, il y a une adoption qui est relativement lente parce qu'il y a un manque de stratégie globale, malgré le RGPD et l'IA Act. Au niveau des instances, il y a quand même une certaine méfiance, voire une non-compréhension. Donc la méfiance des professionnels, le fait que certains outils doivent avoir une désignation dispositif médical également, qui n'est peut-être pas forcément bien comprise. Les risques, on en a parlé également, j'ai vu dans le chat passer différentes questions concernant entre autres les hallucinations, je vais y revenir très rapidement, mais le risque de perte de compétences que Floris a juste mentionné, et d'un point de vue plus institutionnel, les coûts qui sont associés à l'IA, parce qu'il y a de la compréhension, donc de la formation à faire, voire du personnel dédié. Tout ça, ça a un coût. Donc l'un dans l'autre, il y a un besoin déjà d'information. Le besoin primaire qu'on a identifié, c'est le besoin de pédagogie et de comprendre exactement où est l'IA par rapport à la décision médicale en rapport avec le biologiste. Alors le premier frein, c'est le saut technologique. On l'a vu dans les 40 dernières minutes, l'IA promet énormément de choses en termes de capacité à faire bien notre travail pour prendre soin du patient. Par contre, elle va très vite. Il y a beaucoup de notions à maîtriser pour les professionnels, pour nous, parce que ce sont des outils qu'il va falloir maîtriser si on veut les utiliser de la bonne façon. On a parlé de l'origine des données, ça a été notamment mentionné l'importance d'avoir des données qui sont locales pour entraîner les IA, tout simplement parce que si on a une IA qui est entraînée sur une cohorte américaine en nutrition, par exemple, les questions ne vont pas forcément être les mêmes, et l'IA va donner des réponses qui ne correspondent en rien à la réalité de notre population. On a également un retard de certification officielle par les autorités compétentes, tout simplement parce qu'elles aussi elles sont un petit peu larguées en termes de régulation. L'idée de comparer les performances est notamment super important quand on parle de nouvelles technologies. Il faut pouvoir avoir des benchmarks. Il faut que ceci soit standardisé pour pouvoir avoir une évaluation propre des différentes options qui sont à notre disposition. Et surtout, à mon sens en tout cas, je pense que c'est partagé, la notion d'explicabilité de l'algorithme, autrement dit, est-ce que l'on comprend vraiment ce que l'on utilise? Parce que, in fine, c'est le biologiste qui est responsable des résultats. Et comment est-ce qu'un biologiste peut honnêtement valider un résultat s'il ne comprend pas comment est-ce que l'interprétation a été faite? On a vraiment cette problématique d'explicabilité de l'IA qui va demander pas mal de travail, je pense, pour monter en compétences et apporter les formations nécessaires à nos collègues. Donc le frein numéro 2, c'est quelles sont les nouvelles responsabilités et exigences de traçabilité par rapport à ces nouveaux outils. Sur ça, au moins, les réglementations sont claires, c'est que la validation humaine est obligatoire, la traçabilité complète est obligatoire, donc jusque-là, on reste complètement dans le coffrac, mais surtout, c'est la responsabilité du biologiste qui va être engagée. L'IA n'est qu'un outil, ce qui implique que le biologiste doit comprendre ce qu'il fait. Là encore, on est vraiment sur le côté compréhension et pédagogie par rapport à l'utilisation de l'IA
du biologiste, parce que, in fine, la signature, c'est la sienne. Qu'il utilise ou non un outil d'IA, de toute façon, la responsabilité, c'est le biologiste. Et donc, on tombe sur cette problématique de boîte noire de l'IA. On lui donne des données, elle nous fait une interprétation, on a un beau résultat, généralement, il est bien présenté. Vous avez devant vos yeux une présentation qui a été faite par IA, et comme vous le voyez, il y a des petites icônes, il y a des couleurs, il y a des choses qui engagent le regard et qui engagent l'attention, chose que j'aurais pris moi énormément de temps à créer alors que l'IA l'a faite. Donc, mais je ne suis pas capable de vous dire comment est-ce que l'IA l'a fait. Là, on est sur une présentation PowerPoint, ma responsabilité n'est pas énorme, mais si on n'est pas capable de comprendre, de justifier l'interprétation des résultats, comment est-ce que déontologiquement on peut engager notre responsabilité médicale? Donc il y a vraiment tout un travail à faire pour apprendre aux biologistes à utiliser ces outils. On est bien d'accord que quand on conduit une voiture et quand on passe le permis de conduire, on n'a pas besoin de savoir déboulonner et reboulonner la voiture de A jusqu'à Z. Ce n'est pas ce qu'on demande. Par contre, il y a un certain nombre de choses qu'on demande au conducteur de connaître et de savoir faire avant de lui donner l'autorisation d'aller conduire. À l'heure actuelle, si je continue sur mon allégorie véhiculistique, on est au début du XXe siècle avec des voitures partout qui écrasent des piétons et qui font tout et n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de code de la route. La grosse question va être de mettre en place non seulement un code de la route, mais aussi les éléments pédagogiques nécessaires pour avoir l'équivalent du permis de conduire. Donc, nos internes vont devoir valider un certain nombre de formations et aussi nos moins internes pour utiliser l'IA en connaissance de cause. Un autre frein qui est très important, c'est la dépendance excessive et la perte de compétences. Floris l'a mentionné, l'utilisation de l'IA de façon excessive pourrait entraîner une perte de compétences, ne serait-ce que pour réentraîner une IA plus tard quand on change d'automate. S'il n'y a plus personne qui sait lire une électrophorèse des protéines dans le périmètre pour savoir si l'IA raconte des bêtises ou pas, on va aller dans les soucis. Ici, vous avez deux exemples de perte de compétences. Alors, ça nous vient des endoscopistes, ils ne sont pas biologistes, donc personne n'est parfait. Cependant, c'est dans l'imagerie, la radio et dans l'endoscopie que les premières IA ont vraiment fait leur apparition. Et ici, on a l'exemple de l'utilisation d'une IA qui, au décours de la vidéo de l'endoscopie, va mettre en avant des zones de vigilance pour le médecin qui va visionner la vidéo, et vous avez sur la droite le nombre d'erreurs où une identification, un polype a été identifié alors qu'il n'en contient pas. Vous avez l'erreur en gris lorsque le novice regarde la vidéo sans l'aide de l'IA, et en vert, c'est avec l'aide de l'IA. Et comme vous le voyez, que ce soit le novice ou le praticien expérimenté, on a une augmentation du nombre d'erreurs lorsque l'on utilise l'IA pour la simple et bonne raison. Alors, pourquoi c'est compliqué à dire? Parce que là, ça relève un peu de la psychologie, mais tout simplement parce qu'il y a cette même réponse que l'interne ne veut pas dire à son chef qu'il se trompe. Si l'IA dit qu'il y a quelque chose ici, qui sommes-nous, pauvres humains et pauvres mortels, pour dire que l'IA fait une erreur? Or, elle le fait bien, elle fait une erreur. Donc, il y a aussi tout un processus pédagogique à mettre en place pour dédiviniser l'IA, si je puis dire, et apprendre aux différents intervenants que c'est un outil, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga. Un autre exemple que je cite ici, parce que c'est passé très récemment dans le quotidien du médecin, là encore, c'est la faute des endoscopistes, mais là encore, ils ne sont pas biologistes, personne n'est parfait, hein. Toujours est-il que dans ces différents essais, ils ont montré que l'endoscopie assistée par l'IA avait un taux d'erreur plus important, une erreur absolue de 6%, ce qui est tout de même assez énorme lorsque l'on parle de détecter des adénomes, par rapport à une lecture non suivie par IA. Donc vraiment des choses à comprendre vis-à-vis de l'utilisation de cet outil, qui ne sont pas forcément mis en avant tout de suite, qui ne sont pas forcément bien présentés et bien explicités, et c'est vraiment une zone sur laquelle il faut apporter notre attention. Rapidement, sur le côté intégration technique et coût, quand on veut mettre une IA dans un laboratoire, on en a parlé dans la première présentation, il faut des moyens. Il faut des moyens humains, également techniques et financiers, mais même lorsque c'est, entre guillemets, simplement le déploiement d'une IA qui a déjà été développée
sur notre système informatique, il va tout de même falloir de la puissance de calcul. Il va falloir un interfaçage avec nos LIMS, parce qu'on ne va pas forcément changer les LIMS du jour au lendemain parce qu'on va mettre des IA. Est-ce que cet interfaçage est bien fait, mal fait? On connaît tous les interfaces avec les LIMS qui sont parfois un petit peu compliquées. Et les infrastructures qui sont nécessaires parce que tout d'un coup, on passe à une puissance de calcul différente. Et la notion des coûts, ne serait-ce qu'en termes de formation, j'en parle depuis tout à l'heure parce que j'essaie d'appuyer un peu le message, mais ces formations ont un coût. Le développement d'expertise a un coût aussi. Et quand on apporte de la technicité, notamment la problématique des outils qui ne sont pas forcément développés dans nos murs, voire dans notre pays, on a des problématiques de sécurité et de maintenance qui viennent s'additionner sur les coûts cachés, qui vont donc être à prendre en compte et qui vont être à surtout mettre en avant lorsqu'on va parler d'intégrer un outil IA avec toutes les potentialités qu'il y a et les bénéfices à court terme qu'il peut y avoir sur les outils d'IA. Un petit tour rapide sur la réglementation. L'IA a été désignée comme dispositif médical. L'IA en médecine, c'est un dispositif médical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de réglementations à respecter, notamment par rapport à la classe de cet outil qui est avec un niveau de risque très élevé. Donc, il y a de la documentation technique, il y a de la validation, il y a du benchmarking. Cette documentation technique doit pouvoir expliquer aux praticiens comment la décision est prise. On repart sur cette notion d'explicabilité de l'IA, qui est en fait en data science, quand on parle de l'IA, notamment la deep learning, tout ce qui est basé sur les réseaux de neurones. Sachez donc en sciences des données, il y a toute une branche qui a été créée pour expliquer les réseaux de neurones. Parce qu'on ne sait pas comment ça marche, donc on développe des nouveaux outils pour essayer de comprendre comment ça marche. On en est à ce niveau-là de différence par rapport à la compréhension humaine. Et donc, il est particulièrement important, en tant que nous, futurs utilisateurs, de garder en tête que c'est notre responsabilité qu'on engage, donc on a besoin de savoir comment fonctionne cet outil, et c'est le rôle du prestataire de nous expliquer comment fonctionne cet outil de façon suffisamment détaillée par rapport à la réglementation en vigueur. On a parlé également de la CNIL, de RGPD et des données sensibles. Il faut faire très attention à ce que les données de nos patients restent dans nos murs. On a vu que là, le premier intervenant avait toutes les données déjà dans ses murs et pouvait développer des outils d'IA, ce qui est tout à fait formidable. Mais nous-mêmes, lorsque l'on va utiliser des outils d'IA, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on va utiliser des outils d'IA, les données qu'on va lui demander de gérer, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Est-ce qu'elles vont aller sur un serveur externe, ce qui serait totalement à l'encontre du RGPD, mais ce sont des questions à poser pour faire en sorte qu'on soit proprement protégé, ou si ces données sortent, est-ce qu'elles vont aller de façon pseudonymisée vers un hébergeur qui a été agréé par les instances pour pouvoir contenir des données de santé. Tout ça, ça veut dire une nouvelle marche à suivre avec des responsables. Vous avez ici l'exemple du délégué à la protection des données qui doit être formé à l'IA, comprendre les enjeux de l'IA vis-à-vis de ça. Et donc, il doit y avoir une exigence particulière par rapport aux données de santé parce que là encore, l'IA les utilise et en fait des choses que nous, on ne contrôle plus. On n'est plus sur un système expert qui a été dicté avec des règles humaines où, quel que soit le nombre de règles, on peut les regarder une à une et les comprendre. Là, on est vraiment sur une boîte noire qui demande à être expliquée, mais l'explicabilité n'est pas forcément parfaite. Et donc, que deviennent nos données va vraiment être une question importante et on doit exiger du prestataire ou de la personne qui va créer l'IA et nous la mettre à disposition de pouvoir répondre à ces questions. Alors, on a plusieurs textes qui nous aident dans cette démarche. Il y a le RGPD d'un côté, il y a l'IA Act de l'autre. l'IA Act qui a classé les IA en biologie médicale, en médecine en général, à haut risque. Donc, ça veut dire l'obligation de transparence, ça veut dire la surveillance post-market, donc ça veut dire un suivi régulier de votre IA, parce qu'il y a des sanctions au bout. Il y a clairement une responsabilité qui est engagée, et si elle est mal engagée, on a une petite idée des sanctions qui pourraient nous tomber dessus. Alors, rapidement sur l'éthique et la déontologie en biologie médicale par rapport à l'IA. L'IA soulève un certain nombre de lièvres, notamment les principes éthiques par rapport à l'accès aux soins. Un CHU qui va être équipé d'une IA va être peut-être
plus en capacité de prendre soin de ses patients par rapport à un SHU qui ne l'est pas. Ça, c'est quelque chose que nos instances doivent pouvoir gérer. Le problème de la transparence, on en a parlé, l'explicabilité également, mais sachez que c'est une exigence éthique et le respect de la dignité humaine, c'est-à-dire que c'est l'IA qui doit servir aux patients et non l'inverse. On le retrouve là, par exemple, d'un point de vue purement donné du patient, c'est pas au patient d'apporter ces données à l'IA, c'est à l'IA de les interpréter sans malfaisance, et surtout on retrouve cette transparence et ces exigences diverses. Donc il y a différents cadres, il y a différentes choses à expliciter, mais tout ça va devoir faire l'objet de contenu pédagogique. En tout cas, c'est le sens de mon message et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Rapidement, pour terminer, les shadow IA, qu'est-ce que ça veut dire? Alors un exemple tout à fait clair, c'est vous demandez à votre interne de vous faire une présentation de 5 à 6 diapos sur le dossier lambda, parce que vous savez que le dossier lambda contient une pathologie particulièrement intéressante qui donneront l'occasion de faire une bonne discussion avec vos internes et un moment de pédagogie tout à fait convivial dans la salle du laboratoire, dans la salle de réunion du laboratoire, pardon. Le hic, c'est que votre interne ne se sent pas forcément l'envie de plonger le nez dans les livres, et plutôt que donc de faire ça, il va demander à ChatGTP, voici le PDF du bilan de mon patient, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi quelle pathologie elle contient, et donne-moi un plan de présentation PowerPoint en 7 à 8 diapos pour la présentation devant un public averti. Ça s'appelle du prompt engineering, donc la fabrication de prompts quand on parle à une IA, et c'est tout à fait possible de le faire. Et ensuite, l'IA va faire son travail, va faire une belle présentation. Vous avez devant vous une présentation qui a été faite par une IA, parce que c'est beau, parce que c'est rapide, et parce que ça nous permet d'économiser du temps de travail pour le passer à faire autre chose. Mais votre interne a donné à ChatGTP, qui n'est pas sur le sol national, des informations pour un patient, parce qu'il a juste filé le PDF du patient, qui a donc son numéro de patient, son numéro de sécu. À partir de ça, on peut faire n'importe quoi avec ces données. Et in fine, c'est de la prison, tout simplement. Pourtant, ça, c'est utilisé. Ce n'est pas forcément un cas qui surprendra beaucoup de monde dans l'auditoire. Ou si ça vous surprend, je vous conseille sincèrement de faire un tour de vos internes pour savoir quelles pratiques ils ont par rapport à l'IA, parce que c'est hélas beaucoup trop présent. Ce sont des modèles open source qui ne sont pas validés. On en a parlé, ChatGTP n'a rien à voir avec quelqu'un qui a été entraîné sur des données médicales, donc il va pouvoir raconter absolument n'importe quoi. Les applications, quand ce sont des applications mobiles, ne sont pas certifiées en termes de dangerosité, en termes de sécurité. Et si ce sont des IA comme ChatGTP ou comme dans d'autres qui sont sur un cloud, ça veut dire que vous envoyez vos données de vos patients qui sont censés être ultra confidentiels vers un cloud qui n'est pas souverain et dont les gens vont pouvoir avoir une utilisation quelconque. La problématique également se pose pour les hallucinations. Les hallucinations, ce sont des choses que les IA créent de toutes pièces. J'ai un bon exemple parce que quand j'ai créé la présentation que vous avez sous les yeux, j'ai demandé à l'IA de me faire une présentation avec les freins et les différentes choses pour au moins avoir, moi, une trame sur laquelle travailler. Eh bien, l'IA m'a inventé un livre blanc de la SFBC sur l'utilisation de l'IA en biologie médicale. Un livre blanc avec un lien hypertexte qui y menait et même un sondage sur l'utilisation de l'IA qui a été faite auprès des biologistes membres de la SFBC. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est tout à fait normal, ça n'existe pas. Pourtant, j'avais un lien hypertexte qui m'y menait, et quand j'ai poussé l'IA dans ses retranchements en lui demandant de me donner des renseignements, il m'a fallu au moins une bonne quinzaine à 20 minutes d'interaction très critique par rapport à l'IA pour trouver qu'effectivement, elle l'avait inventé de toutes pièces. Maintenant, est-ce qu'un interne ou l'utilisateur lambda d'une IA, quand il va l'utiliser justement pour faire ses présentations, pour faire ses analyses de données, va-t-il pousser la curiosité jusqu'à vraiment aller chercher ses sources ou simplement à accepter d'office ce que l'IA lui raconte? Je pense que c'est une question particulièrement intéressante et qui doit être à creuser dans nos services. Un autre exemple ici, je vais passer assez rapidement, c'est un exemple fictif d'un technicien qui va télécharger un outil d'IA pour détecter des anomalies hématologiques et qui l'utilise pendant 3 semaines sur son poste de travail personnel sans dire rien à personne. Le problème, c'est que l'algorithme fait des erreurs et laisse passer plusieurs patients qui sont positifs. Autrement dit, ce sont des patients qui ne vont pas être traités, qui ne vont pas avoir les soins nécessaires
à la guérison, au moins la prise en charge de leur maladie. Donc, c'est 4 patients qui sont dans la nature et la responsabilité de l'hôpital qui est engagée avec toutes les suites qu'on peut imaginer en termes juridiques, voire judiciaires. Donc clairement, ça part de bonnes intentions, mais l'utilisation de l'IA de façon non contrôlée par les agents des différents hôpitaux est bien réelle, ça a même un nom, la Shadow IA, et ça doit être un point de vigilance pour chaque responsable de service ou chaque biologiste. Donc comment est-ce qu'on détecte ce genre d'utilisation? Déjà, il faut faire une cartographie des outils numériques qu'on utilise, il faut faire des audits, il faut poser des questions aux gens, qu'est-ce qu'ils font pas, il faut faire des formations sur l'utilisation de l'IA, des formations qui vont inclure la notion de Shadow IA, et avoir également, et là c'est la dernière touche, le canal de signalement anonyme et bienveillant, parce que certaines personnes ne veulent pas forcément être des balances pour leurs camarades internes qui a utilisé ce truc-là. Donc ça, il va falloir les sensibiliser pour qu'ils le fassent quand même, parce que certes, c'est vachement pratique d'utiliser l'IA, mais on met toute l'instance en responsabilité, alors qu'on voulait juste travailler un peu plus vite. Donc les messages clés, l'IA est un assistant par un remplaçant. On a bien noté que le biologiste restait responsable, donc il doit avoir également la responsabilité de comprendre ce qu'il fait. On a des régulations qui sont en place, donc on peut avoir un outil régulateur qui va nous permettre de mieux prendre en charge l'introduction de l'IA à l'hôpital et dans nos services et dans nos laboratoires, sachant qu'il va cependant falloir former les gens à ces différents principes pour que cette acceptation se fasse dans la plus grande sécurité. Et enfin, les Shadow IA, j'espère que j'ai pu passer l'idée que c'était un risque majeur parce qu'elles sont extrêmement disponibles et c'est l'attrait de les utiliser par rapport à faire un travail propre et bon peut être très très dangereux. Alors qu'est-ce que l'on fait? Il y a plusieurs idées ici. Vous avez ici quelques idées de former les équipes, créer un comité IA multidisciplinaire, déployer des outils de gouvernance. Donc il y a grosso modo un besoin de guidelines, un besoin d'outils, et c'est ce que propose la SFBC au travers du groupe de travail dont j'ai la charge, qui s'intitule Biologie clinique et intelligence artificielle. On a mis en place un certain nombre de work packages. Alors, on a commencé le travail en juillet dernier, donc ne vous attendez pas tout de suite à des réponses. Cependant, vous allez recevoir très très vite un questionnaire dans vos boîtes aux lettres, donc avant la fin de l'année. Questionnaire qui va nous permettre de déterminer les besoins des biologistes vis-à-vis de l'IA. On va créer un glossaire pour mieux comprendre, parce qu'il y a un certain nombre de termes qui ont été utilisés aujourd'hui, qui certes parlent à beaucoup de monde, mais je pense que certains d'entre nous ont été un peu perdus par rapport aux notions qui ont été abordées. Et ensuite, la création de contenu pédagogique est notre but. D'une part, la création de contenu pédagogique vis-à-vis de l'IA en biologie clinique, avec les outils d'interprétation, avec les outils d'aide à la rédaction de comptes rendus, mais également des contenus pédagogiques d'IA au poste de travail. C'est par exemple l'utilisation d'IA pour faire des PowerPoint comme vous en avez un sous les yeux, ou l'utilisation d'IA pour écrire des mails. Les IA peuvent également gérer les mails. Bref, ça arrive très très vite. Et je pense que c'est particulièrement important de comprendre ces outils et donc d'avoir à notre disposition des contenus pédagogiques qui peuvent être mis à jour régulièrement pour apprendre à maîtriser cet outil avant d'être maîtrisé par l'outil, ce qui serait particulièrement dommageable. Notre but, c'est également de créer des guides pratiques pour implémenter ces différents outils. Et enfin, évidemment, finir par une publication, mais surtout, je l'espère, la mise en place de veille au niveau des différents outils et d'un groupe qui va pouvoir être aussi un intervenant si jamais des camarades biologistes ont des questions et n'ont pas tout de suite accès au contenu éducatif nécessaire pour les comprendre, avoir des points de contact qui vont pouvoir aider au travers de la SFBC à mieux envisager cette vague technologie qui va nous déferler sur le laboratoire sous peu, qui est sans doute déjà en train de le faire, comme vous avez pu le voir. Voilà, c'est la fin de ma présentation. J'aurai plaisir à répondre à toutes questions que vous avez. Merci beaucoup, Raphaël, pour la présentation. Je ne vois pas de questions particulières dans le chat. Je laisse quelques secondes à ceux qui voudraient quand même poser une question. J'en ai une de Johan. Est-ce que le COFRAC va prendre en charge l'IA Act? Ah, ça c'est une excellente question à laquelle seul le COFRAC pourra répondre. Et encore faudrait-il que les instances prennent à bras-le-corps le sujet. Pour l'instant,
De ce que l'on voit de nos camarades, ce sont les radiologistes qui sont le plus en avance. C'est d'abord les sociétés savantes qui ont déterminé les guidelines et les cadres à suivre pour l'utilisation de l'IA, plutôt que les instances sont toujours un petit peu en retard. Mais j'espère que le COFRAC va être formé à la gestion de l'IA et qu'il va y avoir une réponse là-dessus, parce que ça va arriver très très vite, effectivement. J'avais une question, une suggestion. J'avais eu l'occasion de discuter avec Jean-Philippe Desbiol, qui est le directeur de la branche intelligence artificielle de chez IBM, et qui lui disait que les enjeux n'étaient pas tant sur le développement d'intelligence artificielle, mais de choisir le bon outil pour la bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a des intelligences artificielles qui sont meilleures que les experts dans certains domaines. Parfois, il faut le concours de l'intelligence artificielle et d'un expert, et parfois l'expert seul performer mieux que l'intelligence artificielle ou que les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël. Je pense que c'est tout à fait vrai. Un biologiste suffisamment bien formé à l'IA utilisera ces outils de façon extrêmement compétente et va pouvoir apporter un soin à son patient qui va être d'une qualité exceptionnelle. Ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Cependant, on est aussi face à des instances ou des personnes qui vont développer ces outils dans le but de les vendre. Et on sait tout un chacun que quand quelqu'un vient nous vendre un nouvel automate, ce nouvel automate peut être présenté d'une façon un peu plus claire et un peu moins ouverte qu'il ne pourrait l'être. Donc, c'est aussi à nous de prendre en charge notre formation. On ne peut pas attendre que ça nous arrive tout cuit. Donc oui, il y a une responsabilisation à avoir parce que ce sont des outils qui arrivent de toute façon. Nos internes vont de plus en plus les utiliser. Et on en est à l'époque où moi je programmais le magnétoscope de mes parents parce que mes parents ne savaient pas comment faire. Alors c'était bien quand on voulait enregistrer l'émission télé du dimanche soir tard après aller se coucher, mais quand il s'agit d'interpréter les résultats d'un patient, je ne pense pas qu'on puisse se permettre de juste faire confiance aux petits jeunes sans avoir la capacité nous-mêmes de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est à nous, c'est aux instances de réglementer, et c'est aux biologistes, aux responsables de service de faire le tour de ce qui se passe dans leur service et savoir exactement qui utilise quoi. Voilà, c'est un élément de réponse, en tout cas, c'est un début. Merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Merci aux présentateurs. Je vous invite, pour ceux qui ont envie de suivre les actualités de la SFBC, normalement, il y a un QR code qui s'affiche pour vous abonner au LinkedIn et à tous les autres réseaux sociaux. Et puis, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, et puis à bientôt. Merci. Merci à toutes et tous et à bientôt. Alors, je ne sais pas si Ikram est déjà déconnecté. Il pose la question d'un point de vue légal, l'IA